Francis Kramer fume sa pipe nerveusement dans le salon de son pavillon de Redford, petite ville du Dakota du Sud, dont il est le shérif. 50 ans, divorcé, sans enfant, avec sa stature carrée, trapue, son épaisse moustache et ses mains larges, il donne toutes les apparences de la solidité et de la stabilité. Et pourtant le shérif Kramer est inquiet, et même inquiet est un mot faible. Il est rongé par une angoisse qui ne le quitte pas. Oh, bien sûr, ses collègues, ses amis ont essayé de trouver les mots pour le réconforter. Ils lui ont répété 1000 fois « Mais tu étais en état de légitime défense et dans l'exercice de tes fonctions. Enfin, un policier a bien le droit de tirer quand il est menacé. » Francis Kramer chasse d'un geste agacé un gros nuage de fumée. Ce n'est pas de leur faute, évidemment. Ils ne sont au courant de rien. Ses doigts serrent nerveusement des papiers dans sa poche. Cela fait 15 jours qu'il a reçu la première lettre anonyme. Et depuis, chaque matin, il y en a une nouvelle. Francis Kramer déplie un feuillet tapé sur ordinateur. D'où viennent-elles, ces lettres? Une réaction du public à la suite des articles qu'il y a eu dans la presse? À moins qu'elles ne lui soient envoyées par les autres. De toute façon, une chose est claire, c'est leur contenu. Seul dans son salon, Francis Kramer lit à haute voix « Salaud, on aura ta peau, tu ne passeras pas l'année. Tu ne verras pas 1987. » Une menace d'autant plus angoissante que nous sommes le 30 décembre 1986. Dans le salon de sa villa de Redford, Francis Kramer est en train de revivre le jour fatidique du 10 novembre précédent. Ce soir-là, il a été trouvé le propriétaire d'une pizzeria, David Wilson, peu avant l'ouverture de son établissement. Il savait que ce ne serait pas facile, aussi il avait bien préparé ce qu'il avait à dire. « Salut David, j'ai la marchandise, 100 doses. Ça sera 20 000 $. Comme prévu, Wilson a bondi. 20 000, mais t'es fou! C'était 18 000 la dernière fois. Kramer a haussé les épaules. Qu'est-ce que tu veux, tout augmente? Tu n'as qu'à augmenter tes prix toi aussi. Mais la discussion a été plus dure que prévu. Wilson s'est entêté, il voulait payer 18 000 $, pas un cent de plus. Alors lui, Kramer, il s'est fâché. Tu n'es rien sans moi, David. C'est moi qui dirige. Le propriétaire de la pizzeria s'est mis à ricaner. Et si je parlais, hein? Si je disais que le shérif Kramer est un des gros bonnets de la coke, hein? Ça ferait du bruit, ça. Sans compter que... Francis Kramer a pâli. Presque sans s'en rendre compte, il a dégainé. En voyant le revolver, David Wilson a brusquement changé d'attitude. Pas très courageux, David, un lâche. Ce sont les lâches qui sont les plus dangereux. Il suffit de leur faire peur pour qu'ils se mettent à parler. Il entend encore sa voix précipitée et implorante. « Mais fais pas l'idiot, Francis. J'ai dit ça pour plaisanter. Enfin, tu vas pas tirer, c'est d'accord. À 20 000 $, c'est d'accord, Francis. » La suite a été couverte par la détonation du revolver. Francis Kramer a une grimace de contrariété. Le pire, c'est que cet imbécile de David n'aurait sans doute jamais rien dit. S'il avait eu un peu de sang-froid, s'il avait su apprécier correctement les risques sur le moment, il n'en serait pas là. Et au lieu de cela, il a fallu imaginer toute une mise en scène. À ses collègues arrivés quelques minutes plus tard, il a dit qu'il avait surpris le propriétaire de la pizzeria en conversation avec un homme louche. Tous deux se sont jetés sur lui, l'homme a pris la fuite, et il a malheureusement tué Wilson. Il n'a pas eu le temps de voir qu'il n'était pas armé, il s'est cru en état de légitime défense. Francis se félicite d'avoir pu inventer cette histoire en si peu de temps. Or, après tout, c'était plausible. D'autant qu'on savait bien que Wilson avait des activités plus ou moins douteuses. Seulement, il y a eu la réaction d'une partie de l'opinion. Celui qui avait été son adversaire malheureux à l'élection au poste de shérif a déclenché une campagne de presse contre lui. C'est sans doute, c'est certainement l'un de ses adversaires politiques qui est l'auteur des menaces. Mais c'est peut-être aussi l'organisation. L'organisation, la mafia. C'est d'elle qu'il dépend. Et la mafia n'aime pas les maladroits. Ceux qui perdent la tête et qui risquent de la compromettre par leur manque de sang-froid. Quoique, pourquoi aurait-elle recours à cette série de lettres anonymes, cette torture morale? Quand l'organisation veut se débarrasser de quelqu'un, elle engage un tueur, tout simplement. Bien sûr, quelqu'un pourrait lui dire la vérité. Son contact à la mafia, justement, son supérieur direct, un jeune homme, il s'appelle Fred. Il n'en sait pas plus à son sujet. Ils se rencontrent une fois par semaine, le samedi, au parking du supermarché, où il va faire ses courses. Et c'est lui qui lui remet les doses.
Or, le samedi suivant la mort de Wilson, Fred n'était pas au rendez-vous, et les autres fois non plus. Et à la réflexion, il n'y a rien de plus inquiétant que cette absence. Le shérif regarde sa montre et ne peut réprimer un frisson. Il est minuit passé, on est le 31 décembre 1986. L'année se termine dans 24 heures. Le lendemain matin, le shérif Francis Kramer se réveille dans un état second. Inutile de dire qu'il n'a pas dormi, ou presque. C'est alors qu'il sort de sa douche que le téléphone sonne. Il est très rare qu'on l'appelle à cette heure-là. En décrochant le combiné, il est couvert de sueur. C'est la dernière menace de vive voix, celle-là, la dernière avant l'exécution. Mais il pousse intérieurement un immense soupir de soulagement lorsqu'il reconnaît la voix de Jeremiah Falls, l'un de ses vieux amis. « Alors, Francis, c'est toujours non ?»« Ben non, pourquoi ? Mais le réveillon dans mon chalet. Me dis pas que tu avais oublié. » Oh, si, bien sûr, il avait oublié. Jérémia l'avait invité avec 3 autres amis, célibataires ou divorcés, à un réveillon entre garçons dans son chalet des Montagnes Rocheuses, et il avait refusé. Mais son invitation datait d'avant les lettres, et il avait oublié cela comme le reste. « Alors, Francis ?»« Ben c'est oui, j'arrive. » Francis Kramer vient de se décider comme on se jette à l'eau. Dans ce chalet isolé de montagne, entouré de ses amis, là au moins, il se sentira en sécurité. C'est là qu'il attendra la fin de l'année, bien loin de sa ville, où un coup de feu peut partir de partout. Une grosse voiture sort des faubourgs de Redford. Les 4 compagnons de Francis Kramer sont très gais. Ils rient, ils plaisantent. Lui reste muet. Il sait bien que dans le fond, rien n'est réglé. Là-bas, il sera en sécurité jusqu'à la fin de l'année, mais après, les menaces recommenceront. Pourtant, il ne regrette pas sa décision. Il n'a qu'une idée. Une idée qui devient une idée fixe. Rester en vie jusqu'à minuit. On est arrivé à la petite station de sport d'hiver qui domine la vallée. De là, il va falloir continuer en téléphérique, puis à ski. Dans le téléphérique qui l'emmène au sommet, Francis Kramer considère avec amertume le paysage qui l'entoure. Si l'on peut d'ailleurs parler de paysage, les nuages sont tellement bas qu'on ne voit rien. Tout est environné par un brouillard laiteux. Le téléphérique, perdu dans un coton blanc sale, se rapproche du sommet. Il y a beaucoup de monde dans la cabine. Francis se détourne de la vitre et se met à les étudier. Il ne peut pas s'en empêcher. Sa peur irraisonnée l'a repris. Et si l'un d'eux était celui qu'ils ont lancé à ses trousses, celui chargé de le liquider? Il est 4 heures de l'après-midi. Le délai expire dans 10 heures. Un à un, il passe les occupants en revue. Non, ça ne peut pas être ce couple avec ses enfants, ni ce petit vieux, ni ce groupe de jeunes filles. Mais là-bas, à l'autre bout, ces 2 jeunes gens aux cheveux courts. Pourquoi gardent-ils leurs mains dans leur blouson? À présent, il lui semble qu'ils l'ont regardé fixement quand il est entré dans la cabine, comme s'il cherchait à s'assurer que c'était bien lui. Francis Kramer se met à maudire l'inspiration stupide qui lui a fait tout quitter pour partir dans cet endroit perdu. Mais maintenant il est à leur merci, bien plus vulnérable que dans les rues de Redford. Il voudrait retarder l'arrivée du téléphérique. Là, avec tous ces gens, il se sent en sécurité, mais après, il faudra sortir, partir à ski, sur des pentes désertes, dans cette purée blanche, où on ne voit pas à 2 mètres. Il s'est lui-même offert en victime. On ne pouvait pas choisir un terrain plus propice à un meurtre sans trace. Francis Kramer est devenu blême. Le téléphérique s'est immobilisé. Il vient d'arriver au terminus. Tout le monde est sorti. Ses amis sont déjà en train de chausser leurs skis. En le voyant immobile, figé dans la neige, il lui lance « Allez, Francis, dépêche-toi! Faut faire vite si on veut arriver au chalet avant la nuit !» Mais à leur stupéfaction, ils le voient faire demi-tour. Ils crient de toute leur force « Francis, Francis, reviens, ce n'est pas par là, tu te trompes !» Ils tentent de le rattraper, mais on n'y voit rien. En moins d'1 minute, Francis Kramer a disparu. Eux sont bien obligés de rejoindre la piste pour ne pas être perdus à leur tour. Dès qu'ils sont arrivés au chalet, ils préviennent les autorités. Mais le mauvais temps s'est transformé en tempête.
Les secours ne peuvent partir, il faut attendre le lendemain. Le lendemain, la tempête a redoublé d'intensité. Pas question de s'aventurer dehors sans risquer sa vie. Ce n'est que 48 heures plus tard que les sauveteurs se mettent en route. Et ce n'est que le 3 janvier 1987 qu'ils retrouvent le corps de Francis Kramer, pris sous une avalanche. D'après les conclusions d'autopsie, la mort remontait à plus de 3 jours, vraisemblablement au 31 décembre. Le shérif Kramer n'avait jamais vu l'année 87. Sa mort a provoqué l'émotion qu'on imagine à Redford, d'autant qu'on a retrouvé sur lui les fameuses lettres anonymes qui se sont révélées si tragiquement exactes. Compte tenu de la personnalité du disparu, les moyens les plus considérables ont été employés pour l'enquête, et elle a rapidement abouti à la découverte de la vérité. Elle tenait en 2 révélations. Premièrement, l'auteur des lettres était un adversaire politique du shérif, un ami proche de celui qu'il avait battu aux élections. Il voulait ainsi l'effrayer, exercer une vengeance, mais il a été établi qu'il n'avait jamais eu l'intention de passer à l'acte. Deuxièmement, s'il a si bien réussi à paniquer le shérif Kramer au point de lui faire perdre la tête et de se lancer dans une fuite insensée, c'était que ce dernier avait des raisons d'avoir peur. Ses activités illégales, ses liens avec la mafia ont été découverts, même s'il n'a pas été possible de remonter la filière et de découvrir l'identité de ses chefs. Dans l'affaire, le shérif Francis Kramer avait tout perdu. La vie, peu avant la fin du 31 décembre 1986, et l'honneur, au début de cette année 1987,